Bonjour à tous, bienvenue sur Sociologeek pour une petite vidéo tuto. Aujourd'hui, on va apprendre comment faire de la sociologie. Alors la sociologie, c'est la science qui étudie la société, donc on n'a pas le choix, il va falloir qu'on aille dans la société pour pouvoir l'étudier. L'avantage, c'est que la société, il y en a partout, donc on va pas avoir besoin d'aller bien loin. Allez, je vous emmène pour une petite virée recherche. Et voilà, et maintenant qu'on est dans la société, il nous reste plus qu'à... quoi en fait ? Comment on fait de la sociologie ? Pour répondre à cette question, le mieux, c'est encore de demander à des professionnels. On est justement ici à l'université de Nantes, où on va pouvoir rencontrer des sociologues de métier et essayer de comprendre un peu comment ils créent de la connaissance. On est ici au CENS, le Centre Nantais de Sociologie. C'est le laboratoire de sociologie affilié à l'université de Nantes qui nous a ouvert ses portes pendant une semaine pour qu'on puisse rencontrer les sociologues et parler de leur travail. Allez, venez! Bon, prenons quand même quelques secondes avant d'entrer dans le vif du sujet, car c'est quand même mon tout premier partenariat de la chaîne, ça se fête. Cette vidéo est réalisée dans le cadre du projet Vidéo Labo de Nantes Université. C'est un projet soutenu par la région Pays de la Loire et le Fonds européen de développement régional, qui finance pour la deuxième année consécutive des vidéastes pour faire connaître le travail des scientifiques de l'université. L'année dernière, 3 vidéos avaient été réalisées sur les missions spatiales, les échanges internationaux et la consommation d'insectes, et cette année, j'ai été sélectionné avec 3 autres vidéastes pour aborder de nouveaux sujets. Tous les liens seront bien sûr dans la description. Personnellement, je suis donc en partenariat avec le Centre Nantais de Sociologie et le CNRS pour vous permettre de mieux comprendre le travail des sociologues. Et justement, ne perdons pas plus de temps, c'est la question du jour, comment travaille un sociologue ? On a souvent l'impression que la science est une activité solitaire, c'est l'image du génie qui arrive tout seul à créer une invention incroyable. Depuis quand êtes-vous un expert en astrophysique thermonucléaire ? Hier soir. Mais comme la plupart des créations de l'humanité, la science, c'est avant tout une activité collective. Enfin, on n'écrit jamais tout seul dans la recherche. Je pense dans aucune discipline, en fait. C'est-à-dire qu'en permanence, on va lire ou aller dans des colloques, un peu moins depuis 2 ans, on va dire, pour confronter ce qu'on fait et nos terrains aux recherches des autres. On dit aussi qu'on s'appuie sur la littérature. C'est pas la littérature au sens Nobel de littérature. Oui, la littérature. Et plutôt au sens les écrits scientifiques, etc. Donc on le fait en permanence. Une des manières dont tu peux reconnaître un texte scientifique, c'est qu'il est référencé et il dit toujours comment il se situe par rapport à ce qu'on appelle parfois l'état de l'art, c'est-à-dire les autres travaux antérieurs sur tel et tel sujet, tel et tel concept, etc. Si tu n'as pas ça, on peut dire que c'est une condition nécessaire pour faire un texte scientifique. Donc ce travail-là, on le fait systématiquement. Même en sociologie, où on pourrait penser que le sociologue il est a priori tout seul face à son terrain, en fait, il n'est pas rare du tout que les projets se fassent en groupe, en collaboration. Oui, parce que si votre image d'un scientifique qui fait du terrain, ça ressemble à une espèce d'Indiana Jones qui part à l'aventure tout seul et qui arrive à la fois à sauver le monde et à faire avancer la science, il va falloir revoir un peu les bases. La recherche, elle se déroule tout d'abord dans les universités au sein des laboratoires affiliés aux facultés. Et au cas où vous vous demandez à quoi ça ressemble un laboratoire en sociologie comme le CENS, c'est principalement un long couloir avec des bureaux en enfilade dans lesquels travaillent les maîtres de conférences et les doctorants quand ils ne sont pas en train de faire des cours ou sur le terrain. Du coup, au sein d'un labo, il y a de la discussion et des projets de recherche peuvent se monter entre plusieurs chercheurs qui s'intéressent à une même question. Au cours de mon séjour, j'ai justement eu la chance de pouvoir suivre un projet de recherche en train de se monter par 2 chercheurs de l'INSPE. Alors, l'INSPE, c'est l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation, c'est-à-dire c'est le lieu où sont formés les futurs professeurs de l'éducation nationale. Les 2 sociologues que je suis, Gildas Loiran et Ludivine Balland, entament tout juste une recherche sur des étudiants qui se destinent à devenir professeurs des écoles. Plus précisément, ils s'intéressent à un nouveau statut, celui des alternants, qui sont des étudiants qui se retrouvent à être en responsabilité devant des classes de primaire en plus de faire leur formation en master. Du coup, ils se retrouvent avec la double contrainte de devoir passer un diplôme exigeant, tout en découvrant le métier d'enseignant avec un encadrement parfois réduit, ce qui a laissé entrevoir un certain nombre de problèmes. Bon, j'ai pu proposer, moi que j'étais un peu disponible du point de vue des objets de recherche, je me suis dit bon, ça serait bien
qu'on ouvre une enquête sur ces alternants, puisque c'est un statut tout à fait nouveau. Pour la première fois, pour lancer cet objet de recherche, on avait décidé aujourd'hui de réunir les alternants. C'était un peu édifiant. J'arrive donc ici juste après la phase exploratoire de leur travail qui a consisté à faire un entretien croisé avec 4 étudiants en alternance pour pouvoir aborder avec eux les points qui leur posent problème. Et le travail de recherche, il commence donc maintenant, lors de la phase de débriefing, où les chercheurs confrontent leurs analyses pour faire émerger des axes de recherche principaux. Mais comme son nom l'indique, cette phase exploratoire n'est que la première étape d'une enquête qui va maintenant demander à être affinée et formalisée. Donc là, vous avez fait cette étude préparatoire avec les entretiens. On est en train de la faire. Vous êtes en train de la faire, c'est ça, ouais. Voilà. Et du coup, l'étape d'après, c'est quoi? Là, on va surtout, là, on a un peu identifié ce qui nous intéressait, parce qu'on n'a jamais travaillé ensemble d'ailleurs. Non, c'est notre première fois à travailler ensemble. C'est une découverte. Une bonne découverte. Donc, chacun a ses petites préoccupations. C'est vrai qu'on a relevé des choses qui sont tout à fait communes. L'idée, ça va être là maintenant d'essayer d'élaborer une ébauche de questionnaire. Le boulot est assez lourd parce que ça va consister à transformer, on va dire, ces doubles choses, et on va dire des questions que la recherche peut se poser, des questions que se posent les alternants eux-mêmes par rapport à leur avenir, etc. Et puis donner une forme à nos questions et à nos manières d'interroger qui soient en phase avec ce que sont les gens et ce qu'ils sont en mesure de répondre et qui ne soient pas sur le mode de l'imposition de problématiques, quoi. C'est-à-dire qu'on leur parle d'eux. Et puis le dernier élément, c'est qu'il va falloir qu'on le transforme en quelque chose d'accessible. Voilà. C'est-à-dire que quand tu réponds à un questionnaire, il faut que tu comprennes les questions, que les questions soient univoques. Et ça, ce dernier travail, c'est un travail de forme, mais la forme n'est jamais dissociée du fond. Ah non, jamais. Et donc, ce travail prend aussi du temps, parce qu'un bon questionnaire, c'est aussi un questionnaire qui est compréhensible et qui ne prenne pas trop de temps. Voilà, c'est ça l'ambiguïté. En termes de réponse, tu peux pas, parce que si tu fais un très beau questionnaire et que tu mets 2 heures à y répondre, c'est possible, mais ça exige le face-à-face. Ça exige le face-à-face. Voilà. Il faut qu'on puisse avoir quelque chose d'assez efficace en termes de durée. Bon, je reviendrai plus tard sur les subtilités de la confection d'un questionnaire, mais ça permet de voir comment se lance une étude et comment des chercheurs collaborent pour fonder un objet de recherche. Les enseignants-chercheurs partagent leur temps entre l'enseignement et la recherche et ils sont libres d'ouvrir des terrains d'investigation comme c'est le cas ici. Cela dit, si cette enquête a pu s'ouvrir aussi facilement ici, c'est principalement parce que les chercheurs étudient directement l'INSPE dans lequel ils travaillent. Dans les faits, les sociologues peuvent rarement choisir aussi librement leur sujet de recherche. C'est-à-dire que oui, tu vas être payé pour faire de la recherche et la recherche que tu veux. Ça, d'accord. Mais tu ne peux le faire qu'à 2 conditions. C'est premièrement, si ta recherche ne coûte absolument rien. D'accord. C'est-à-dire tu n'as besoin d'aucun instrument, tu n'as pas besoin de te déplacer sur le terrain, tu n'as pas besoin de faire travailler des gens avec toi. Donc si vraiment ça coûte absolument rien, tu peux faire ce que tu veux. Et la deuxième condition, c'est tu n'as absolument aucune ambition de carrière. Ok. Voilà. C'est-à-dire que tu acceptes de n'avoir aucune carrière au sens de promotion, prime, gratification symbolique, etc. Et à ces 2 conditions, tu peux faire absolument la recherche que tu veux. Dans les faits, les chercheurs doivent donc se joindre à des projets plus ambitieux, par exemple en répondant à des demandes de la part d'organismes publics ou privés, ou en montant des projets de recherche pour obtenir des financements. En plus, les recherches, elles sont financées sur projet, c'est-à-dire que si tu veux de l'argent pour la recherche, il faut déposer un projet, donc ça veut dire qu'une grosse part du travail, c'est inventer un projet, écrire un projet, soumettre un projet pour avoir de l'argent. Et dans l'immense majorité, les projets, ils ne sont pas financés. Enfin, je veux dire, les projets ne vont pas être acceptés. Donc ça veut dire que pour avoir un projet accepté et financé, il faut en écrire plein. On se retrouve donc dans une situation que je trouve personnellement un peu absurde, où on passe presque plus de temps à monter des projets qu'à faire réellement de la recherche, et où on utilise de plus en plus le temps pourtant précieux des enseignants-chercheurs pour faire des tâches administratives. Mais bon, on arrive quand même parfois à s'en sortir pour faire des recherches un peu longues et ambitieuses, et il y a même un moment un peu particulier dans la vie d'un chercheur, c'est le moment de la thèse. De fait, une fois le financement de thèse obtenu, ce qui n'est pas gagné non plus, le doctorant va se plonger à fond dans son sujet auquel il consacre la majeure partie de son temps. Mais même pour ceux qui travaillent a priori tout seuls, comme c'est le cas des doctorants qui font leur thèse de doctorat pendant 3 ans, et même bien souvent en sociologie 4 ou 5, eh bien en fait, ils sont loin de travailler uniquement tout seuls sur leur projet de thèse, parce qu'il y a plein de moments où ils vont interagir avec la communauté scientifique, par exemple lorsqu'ils présentent leur travail lors de colloques, où il va y avoir des échanges, ou aussi lorsqu'ils écrivent des articles
articles pour des revues à comité de lecture qui vont leur faire des retours critiques sur leur travail, qu'ils vont devoir prendre en compte et intégrer à leur raisonnement. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a forcément en tête si on n'est pas familier du travail de recherche, mais un doctorant, ce n'est pas quelqu'un qui s'enferme dans son bureau pendant 4 ans, puis qui en ressort un beau jour avec les cheveux en bataille, l'œil torve et la pupille clignotante avec un manuscrit de 1500 pages à la main. On attend au contraire d'un chercheur qu'il communique sur son travail en parallèle de sa thèse, d'abord en écrivant des articles dans des revues, si possible prestigieuses, mais aussi en participant à des communications comme des colloques, des séminaires ou des journées d'études. Alors, un colloque, c'est lorsqu'une revue, un laboratoire ou une université par exemple, lance un appel à communication autour d'un thème et que plusieurs chercheurs répondent à cet appel pour présenter certains de leurs résultats et d'en discuter avec la communauté scientifique. Et si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous recommande la très bonne vidéo que vient de sortir Charlotte sur sa chaîne Les Langues de Chat où elle discute des enjeux et des fonctionnements des colloques scientifiques. De notre côté, on va insister sur certains aspects de la communication scientifique avec le doctorant Joseph Godefroy. Alors Joseph, c'est un doctorant qui est en dernière année de thèse à l'université de Nantes et il travaille sur la professionnalisation des utilisateurs d'Instagram. Il s'intéresse plus particulièrement à des influenceurs fitness et cuisine et il essaye d'observer comment se fait la transition d'une activité de loisir à une activité marchandisée en partenariat avec les marques. Il a déjà fait de nombreuses communications scientifiques sur son travail, je lui ai donc demandé de nous expliquer plus largement l'importance de ces journées d'études et aussi de l'écriture d'articles pour la conduite d'une recherche en sciences sociales. Donc dans mon cas, ce qu'on m'avait conseillé de faire et ce que j'ai essayé de faire, c'était à chaque fois d'aller sur des colloques et des communications qui allaient me servir, qui allaient me forcer à écrire et qui allaient avoir un effet directement sur la production de la thèse. Ça a été un moyen de discuter des points très précis et ça m'a des fois réorienté en me disant dis donc ça, en fait, même avec du recul, je me dis, moi j'aurais jamais dû parler de ça. Maintenant c'est évident qu'après les discussions que j'ai eues avec telle et telle personne, qui m'ont invité à lire telle chose, et bien maintenant c'est évident qu'il faut que je fasse comme ça ou qu'il faut inscrire le travail de telle façon. Et après au niveau des articles, ça c'est venu un peu plus tard. Le premier travail d'écriture que j'ai fait c'était il y a 2 ans pour un article qui n'est pas encore sorti. Donc c'est un premier article qui reprend, qui se focalise sur la mobilisation économique des influenceurs. Donc c'est le concept que j'essaie de former. Donc c'est un papier qui doit sortir bientôt. C'est toujours un peu le mystère de ces revues. En discutant avec mes directeurs de thèse, on a toujours pris au sérieux en fait, ce travail d'écriture d'articles, même s'il était parallèle à l'écriture de la thèse et qui des fois venait finalement ralentir le rythme d'écriture de la thèse, mais parce que c'était un moment de discussion qui était très fin avec des collègues et qui ont amené à faire évoluer encore l'analyse qui était la mienne sur ce travail-là. À chaque fois, j'ai reçu des retours très, très précis, très denses et donc c'est à la fois difficile à digérer parce que tu te dis, là j'y ai passé, on compte même pas parce que sinon c'est vraiment déprimant. J'ai passé énormément de temps, là visiblement il y a plein de choses qui ne vont pas, donc il faut se dire d'accord, donc c'est des gens d'un point de vue extérieur qui le disent, ils ont un recul que je n'ai pas et donc il faut arriver à peser le pour et le contre pour produire une meilleure proposition. Alors, la publication d'articles, ce n'est pas du tout anodin dans la carrière d'un doctorant parce que c'est principalement là-dessus qu'il va être évalué en tant que chercheur. Ça a de fait plusieurs effets pervers sur le monde scientifique, mais pour ça je vous renvoie à la vidéo de Dirty Biology sur la mafia scientifique dont vous n'avez jamais entendu parler, qui traite très bien du sujet. Dites-vous simplement que la carrière d'un chercheur dépend assez directement du nombre d'articles qu'il fait publier et du type de revue dans lequel il publie. Parce que c'est pas pareil d'avoir un article dans la Revue française de sociologie ou dans les Actes de la recherche en sciences sociales, qui sont les 2 revues françaises les plus prestigieuses, ou dans la revue Société, dirigée par Michel Baffezoli, et tristement célèbre pour avoir laissé passer en 2015 un article lunaire sur la mobilité postmoderne de l'autolib. Autolib, toujours. Auto-libidinal, désir de mobilité. Mobilisation cathartique des conduites, mouvement des corps, mais surtout, corporalité. Après, il y a évidemment des revues qui n'ont pas la même légitimité scientifique. Donc, on fait aussi l'objet d'évaluations. Donc, les revues sont elles-mêmes classées sur des rankings internationaux. Est-ce que c'est rang A, rang B, rang C ? Et là, quand on veut publier dans une revue qui a un crédit académique, c'est une revue dans laquelle il y a des comités de lecture. Ça veut dire dans lesquels il y a une évaluation systématisée par au moins 2, parfois 3 personnes de l'article qu'on a soumis en vue d'être publié dans la revue. Et là, ça veut dire que c'est des pairs qui sont eux aussi spécialisés de la discipline et de nos objets ou des approches mobilisées dans l'article qu'on a soumis, qui vont faire une double évaluation à l'aveugle.
donc ça, on ne sait pas qui, et qui sont censés être des experts. Et à propos de l'écriture d'articles scientifiques, on a pu en discuter un peu plus en détail avec Ludivine Balland, qui venait justement de recevoir les retours d'une revue après qu'elle a soumis un article avec 2 co-autrices. Quand tu envoies un article, y a le comité de rédaction qui se réunit, des experts qui vont lire et qui vont produire des évaluations sur ton article. Donc là, on a reçu une évaluation avec 4 évaluateurs. Et ils nous proposent de rectifier, de préciser, de restructurer le papier, etc. Alors, tous les évaluateurs ne proposent pas les mêmes choses. Si tu arrives à rectifier et à modifier ta version, eh bien, tu peux reproposer ton article dans cette même revue. Et puis, tu vas avoir un 2e retour. Il faut savoir que dans les grosses revues, là, c'est une revue assez importante en sociologie, le délai de publication est d'environ 2 ans. Hein, entre le moment où tu soumets et le moment où l'article est publié ou pas publié. Parce que des fois, on se... Voilà, ça c'est l'article, si tu veux. Là c'est juste des petits commentaires de la revue. La revue a fait aussi des commentaires, donc on rajoute des choses, etc. Mais comme nous sommes à 3, eh bien, il va falloir que nous travaillions toutes les 3 à certains moments sur cet article. Donc il faut aussi qu'on ait des codes couleurs pour se retrouver, pour voilà. Je suppose que ça ne doit pas être toujours facile du coup de recevoir les... après c'est le jeu aussi de la science, enfin, comment on se positionne du coup là-dessus parce que ça fait mal. Ça fait partie du jeu mais en même temps ça ne doit pas être bien agréable. T'as des moments particuliers, t'as le moment de grande satisfaction au moment où tu envoies l'article. Et tu te dis, t'as l'impression d'avoir fait quelque chose, tu sais, tu dis ça y est, j'ai produit, j'ai fait quelque chose. Et puis après arrive un temps assez long, en général au minimum 2 mois avant d'avoir le premier retour. Et là, le retour, en général, fait toujours mal. Parce que nous sommes évalués par nos pairs. Ce sont des enseignants-chercheurs qui, comme nous, vont être dans les comités de rédaction, gratuitement, il faut le préciser, et qui vont faire ce travail de lecture, de relecture, de correction, voilà. Alors, les experts sont variés et ils ont aussi des manières de faire qui sont variées. Il y en a qui sont plus ou moins bienveillants, il y en a qui vont te proposer des modifications. Il y en a d'autres qui, plus clairement, ont un rapport plus cassant. Où on te dit, analyse absolument pas originale. Pour répondre à ta question, il y a toujours des moments des phases assez variables, où à la fois tu peux être extrêmement content, et puis tu mets toujours quelques jours à digérer un commentaire. Et puis après, tu t'y remets, parce que c'est ainsi que fonctionne la science. C'est l'évaluation par les pairs, c'est le fait que rien n'est jamais parfait. Même quand tu as l'impression que tu es hyper fier de ton papier, de ton article, de ton analyse, eh ben non, il faut le reprendre, il faut l'améliorer, et en général c'est pour le meilleur. Alors bien sûr, les articles sont à la base de la recherche, mais il ne faut pas non plus oublier la publication de livres qui est assez foisonnante en sciences sociales. Je vous montre par exemple un petit florilège des livres écrits par les chercheurs du sens, et c'est vraiment pas anodin parce que ce n'est pas autant valorisé dans d'autres disciplines comme la physique ou la biologie. On en discute avec la maîtresse de conférence Valérie Roll, qui a publié en 2013 son livre « L'art de tatouer, la pratique d'un métier créatif », qui est issu de son travail de thèse pour lequel elle a étudié pendant près de 7 ans la profession assez peu régulée des tatoueurs. En France, c'est vrai qu'il y a encore une tradition du livre et une valorisation du livre comme production intellectuelle, qui a de l'importance aussi sur un dossier quand on postule sur un poste. Et c'est pas forcément le cas partout. Avec la logique du travail par projet et des modes de financement de la recherche d'aujourd'hui, c'est vrai que on capitalise mieux si on fait une succession d'articles plutôt qu'un livre. Surtout si le livre est peu reconnu. Et après, c'est quand même une entreprise importante parce que dans un livre, on peut dire des choses qu'on ne peut pas forcément raconter dans un article.
C'est-à-dire que l'article, c'est quand même un format beaucoup plus court. Alors, c'est très exigeant, hein. Il ne faut pas croire, c'est très exigeant. C'est vrai que ça demande vraiment de traiter une dimension particulière, alors que le livre, il va permettre de davantage s'abandonner à un travail de description. Et je pense que c'est aussi ça la richesse, typiquement. Moi, j'ai eu la chance qu'on me dise, t'as pas de format. En plus, on a publié plein de photos dans le livre parce que c'était aussi ce qui faisait l'intérêt et que j'avais beaucoup travaillé sur les images. Et ça, c'est génial parce qu'on peut vraiment rentrer dans le détail et faire rentrer. Moi, je pense, dans l'écriture, j'ai pu faire rentrer les gens dans des studios. Mais après, d'un point de vue reconnaissance scientifique, la différence, c'est quand même que les livres, a priori, il n'y a pas de comité de lecture. Ah si. Si ? C'est la même chose pour les livres, c'est-à-dire que dans le domaine de l'édition, il y a aussi bien sûr des maisons d'édition et des collections qui sont plus réputées que d'autres, dans lesquelles il y a aussi des systèmes d'expertise par les pairs, et d'autres maisons d'édition où c'est pas nécessairement le cas. Après, ça peut changer même d'une collection à l'autre. D'accord, donc du coup, publié au PUF, par exemple, ça veut dire que ça a été relu à la Maison des sciences de l'homme, à la découverte, etc. Oui. Par contre, à l'Harmattan, c'est pas le cas. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des très bons travaux qui sont publiés. Mais bien sûr, l'expertise par les pairs, c'est quand même une garantie. Bon, résumons un petit peu. Les sociologues, qu'ils soient doctorants ou maîtres de conf, sévissent à l'université, où ils donnent des cours tout en conduisant leurs recherches. Ils s'appuient sur la communauté scientifique avant de commencer leur terrain, en lisant les études déjà publiées sur le sujet, et ils contribuent eux aussi à agrandir le champ des connaissances en communiquant lors de colloques et en publiant des articles ou des livres qui sont évalués par leurs pairs. Mais tout ça ne nous dit pas comment on fait de la sociologie. Quand on revient du terrain, comment on fait la différence entre faire vraiment de la sociologie et juste raconter sa vie ? Parce que si on se réfère à ce qu'on peut trouver au rayon sociologie de n'importe quel Fnac, on comprend que des étudiants puissent avoir une image un peu fausse de la sociologie. Je dirais pas une image un peu fausse, je dirais plutôt une absence d'image, qui est peut-être aussi liée à pas une confusion, mais au fait que la sociologie, ça parle du monde social, que les étudiants, comme tout un chacun, ils sont plongés dans le monde social et ils ont des idées sur ce monde social, qui sont ce qu'on appelle des prénotions, qui sont aussi des représentations qui peuvent être aussi parfois étayées par leur lecture, par les cours qu'ils ont pu suivre, etc. Mais en tout cas, je veux dire, penser qu'il suffit de parler de son expérience pour faire de la sociologie. Et ça, c'est une confusion ou une pierre d'achoppement que certains étudiants peuvent rencontrer en début de cursus. Au moment où, à la fois, je veux dire, ils n'ont pas encore été initiés aux méthodes de recherche, et c'est quelque chose qu'on fait très tôt. Et puis au moment aussi, avant même qu'ils aient aussi été familiarisés avec un certain nombre de travaux, d'apports théoriques, d'outils, etc. Je veux dire des outils qui permettent de démonter. Bon, du coup, on va pas y couper, il va falloir qu'on discute un peu méthode et collecte de données. Mais on va se garder ça pour la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire si la vidéo vous a plu, et on se retrouve très vite pour la deuxième partie.